Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans cette troisième journée des rencontres du développement durable, cette première édition. Aujourd'hui, elle est co-organisée avec Burgundy School of Business, l'école de management de Dijon. Nous en sommes très fiers et je voudrais évidemment vous faire passer un tout petit message sur les circonstances sanitaires avant de pouvoir avancer. Nous avons décidé de digitaliser cet événement au lieu de pouvoir vous retrouver dans les territoires comme nous l'espérions, et j'ai le droit de ne pas porter mon masque à cette table ronde puisque je suis seul en plateau, mais évidemment j'espère que chacun d'entre nous, en tout cas c'est ce que nous faisons ici à l'Institut Open Diplomacy, fait respecter les gestes barrières pour pouvoir limiter la propagation du coronavirus. C'est essentiel quand on parle de bien-être, évidemment. On parlera juste après cette masterclass de santé et je n'insiste pas plus sur ce sujet. Nous avons donc cette masterclass co-organisée avec Burgundy School of Business pour parler d'une autre mutation économique qui peut changer notre façon de faire le développement durable, passer d'une économie de la propriété à une économie d'usage ou une économie du partage. Et pour en discuter avec moi, je suis ravi d'accueillir le directeur général de Vacam, Olivier Jaillon. Olivier, est-ce que vous m'entendez bien et bonjour? Oui, bonjour Thomas. Alors, comme vous, je ne porte pas mon masque car je suis seul dans mon bureau. Pour un assureur, je trouve que c'est un bon signe d'envoyer des bons signaux sur les gestes barrières. Merci d'être avec nous, Monsieur Jaillon. Peut-être pour commencer cette discussion, parce qu'on va beaucoup parler bien-être évidemment, mais les termes du sujet ne sont pas forcément accessibles ou connus de tous et de toutes. L'économie d'usage, celle que vous portez, celle que vous défendez avec votre entreprise Vacam, qui, je le rappelle, vient changer de nom puisqu'elle s'appelait encore tout récemment La Parisienne Assurance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette économie d'usage ? Oui, absolument. Merci Thomas. Et bonjour à tous. D'accord, je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'être devant vous, même si c'est virtuel. Alors, je suis désolé, j'ai un très gros écho. Je vais essayer d'avancer avec. C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux d'être devant vous virtuellement aujourd'hui pour partager effectivement les analyses et les convictions qui sont les miennes, qui m'animent sur le sujet de l'économie de l'usage, avec un prisme un petit peu particulier, parce qu'effectivement, c'est un prisme d'assureur. Et c'est une de mes premières prises de parole, comme vous le disiez Thomas, depuis que nous avons officialisé notre nouveau nom, Vacam. Et je suis particulièrement heureux qu'elle ait lieu ici aux rencontres du développement durable, donc merci beaucoup. En un mot, nous, ce qu'on fait chez Vacam, c'est de l'assurance digitale en marque blanche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce matin, si vous avez pris une trottinette chez Dot, un VTC chez Uber, ou que vous avez commandé votre petit déjeuner chez Deliveroo, eh bien, on vous a assuré, ou on a assuré le rider de Deliveroo pendant 5, 10, 8 minutes pour cette utilisation, en fait. Et ces usages fractionnés, pour nous, c'est le futur de l'assurance, puisque ça suppose deux choses. D'abord, de s'adapter à ce que nous, on appelle la fin de l'engagement. Je pense que j'y reviendrai. Et ça suppose être en mesure de proposer une assurance intégrée à l'usage. Alors, pourquoi digital? Parce qu'on est obligé de capter la data de manière digitale, puisque pour un trajet de 8 minutes sur un VTC, il faut évidemment capter tout ça en temps réel. Et en marque blanche, parce que nous, on s'efface derrière la marque qui vous offre le service. Et on appelle ça chez nous de l'assurance embarquée. Et c'est pour nous l'occasion, enfin pour nous les assureurs, l'occasion de jouer un rôle fort, selon nous, de stabilisateur économique et social, grâce à l'émergence d'une assurance qu'on qualifie d'universelle et qui serait comprise dans tous les produits et les services du quotidien. Merci, je comprends bien votre rôle à vous d'assureur dans cette transformation économique. On parle souvent d'économie de plateforme, d'économie où on se prête des biens ou des services. On est d'accord qu'on parle bien de l'Airbnbisation de l'économie où chacun se prête sa maison pour un temps très court, ou de la blablacarisation de l'économie où chacun se prête sa voiture pour un temps très court. C'est ça l'économie d'usage, Olivier Jaillon? C'est ça pour nous l'économie de l'usage, c'est qu'on a fait bouger la possession du bien du consommateur final vers une plateforme qui, cette même plateforme, la met à disposition de ce consommateur pour un temps extrêmement court. Et c'est effectivement de cette économie-là dont on parle. Je comprends. Alors, puisque cette journée dédiée au bien-être dans le cadre général du développement durable, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette mutation économique, vous savez que l'uberisation fait peur à beaucoup de Français, je ne vous apprends rien, et pourtant on consomme des services à la tâche ou sur un temps très court, où on possède des biens ou on emprunte des biens sur un temps très court. Malgré cette tendance économique très tangible, la crainte est encore assez forte. Alors,
est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette économie d'usage, elle est souhaitable, évidemment du point de vue du développement durable? Oui, absolument. Alors, cette économie de l'usage, pour nous, elle laisse place à ce que moi j'appelle le patrimoine éphémère, qui est d'ailleurs le titre d'un ouvrage que j'ai écrit qui va bientôt voir le jour. Et c'est un recul de la possession qui laisse place à l'explosion des usages fractionnés. Alors, pour moi, elle est souhaitable. Elle est souhaitable à deux niveaux, selon moi, en termes de bien-être. Elle est souhaitable au niveau de l'individu, mais également au niveau de la planète. Alors, au niveau de l'individu, si on démarre par ça, elle permet d'accéder à des biens sans devoir immobiliser du capital. On constate que l'accès à la propriété et la possession d'objets iconiques de la société de consommation, comme la voiture, sont plus considérés comme des priorités. Donc, ces objets statutaires ne font plus partie de sa réalisation personnelle, de son bien-être. Et la jeune génération découvre en fait d'autres voies pour se réaliser et s'affirmer. Notamment via l'usage à location courte durée, l'accession éphémère. On voit qu'on a quand même progressé quand il fallait payer un DVD 30 € et que maintenant, pour 9,99 €, on a accès à Netflix et à une offre pléthorique. On voit qu'on a avancé dans son choix, dans ses critères de liberté, dans son accession à un certain nombre de services. Donc, pour nous, à plus ou moins brève échéance, en fait, la révolution du patrimoine éphémère consommera tous les biens de consommation courante, signifiera une fin de l'engagement et donc une plus grande liberté. Elle s'étendra à tous les aspects qui touchent au quotidien des individus. Après, pour la planète, pour moi, l'économie de l'usage, elle signe une alternative en fait forte à l'accumulation individuelle de biens qui étaient finalement peu utilisés. La voiture qui reste au garage, les outils de bricolage qui restent dans le garage, les vêtements qui restent dans les cartons ou dans les penderies. Et cette nouvelle économie qui émerge dans le sillage de la plateformisation de ces usages, elle crée ce patrimoine éphémère qui produit un certain nombre d'évolutions qui vont dans le bon sens. Malgré, elle fait peur, comme vous disiez Thomas, il y a quelques déséquilibres, quelques oligopoles qui font peur. Oui. Mais en fait, nous, on a un théorème autour de ça. Oui. Donc, la règle générale, c'est que comme les plateformes doivent acheter puis louer des biens, elles ont tout intérêt à lutter contre l'obsolescence programmée. En fait, l'intérêt a changé de camp. Quand on donnait un bien à un consommateur final, finalement, l'intérêt était sur l'obsolescence programmée pour qu'il le rachète. Aujourd'hui, comme cette propriété s'est déplacée, c'est le contraire. Donc, les plateformes, elles encouragent à disposer de biens durables. Le corollaire de cette règle générale, c'est que comme ces plateformes doivent acquérir des biens en levant du capital, elles sont incitées à s'engager en faveur de la soutenabilité parce que plus le bien consommé dure dans le temps, plus les usages fractionnés rapportent des flux à la plateforme. Absolument. Alors évidemment, je n'ai pas les vrais chiffres parce que les plateformes ne les donnent pas, mais je crois que quelques semaines de robustesse supplémentaire sur une trottinette pour une plateforme de free floating vont faire basculer la plateforme vers une perte ou une profitabilité. Donc on voit qu'elles ont tout intérêt à soutenir cette soutenabilité. Donc le théorème qu'on peut imaginer derrière, c'est que plus on va vers une plateformisation des entreprises, plus on va vers des business models soutenables, car le principal indicateur de profitabilité devient la durée d'utilisation de l'objet. Et en ce sens, je pense... Vous parlez de plateformisation de l'économie. Moi, j'aimerais peut-être reformuler en disant que on voit que la transition numérique, cette transformation digitale, elle peut être un facteur bénéfique évidemment de la transition environnementale, de la transition climatique. Mais j'aimerais comprendre, puisqu'on est là pour parler de façon très concrète à des gens qui ont des tas de questions et qui veulent y voir plus clair sur les solutions qui existent, qu'est-ce que ça peut changer en termes d'assurance ? L'assurance, c'est précisément un des services du bien-être à l'état pur, c'est pour protéger sa vie contre des risques. Pour l'assurance, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui veut se projeter dans cette économie du patrimoine éphémère ? Alors, nous, je pense qu'on maintenant, on a une mission. Alors, je parlais avant de stabilisateur économique et social. Je pense qu'on a été tous surpris, voire un peu dépassés dans un premier temps par ces nouvelles pratiques. On voit que quand il y a eu des premières plateformes de trottinettes ou de vélos électriques, le régulateur ne savait même pas comment apprécier le cadre juridique de tout ça. Et donc, il est indispensable que nous, on s'adapte à cette profonde révolution. Et comment on peut contribuer à tout ça ? Je pense qu'on peut contribuer en favorisant l'émergence d'une assurance universelle. Alors, ça veut dire quoi ? C'est parce que les individus qui souscrivent une assurance, c'est plus les individus. Quand on prend une trottinette pour 8 minutes, il est difficile de penser qu'on va aller acheter un contrat pour 1 an chez un agent d'assurance. Donc, il faut
que la protection financière soit automatiquement inclue dans ces biens et des services. Et on est donc assuré pour tout dans tous les usages. Et les assureurs sont une pièce maîtresse du développement économique. Dans les pays en voie de développement, les pays émergents, la constitution là d'un patrimoine tangible cette fois-ci, c'est-à-dire que quand on passe d'une économie de subsistance où on a juste de quoi survivre à une économie, on commence à accumuler, à acheter une voiture, une maison. S'il n'y a pas un secteur assurantiel très fort pour protéger ça, au premier pépin climatique ou autre, on perd son capital. Là, c'est le même sujet. Pour pérenniser ces usages et ce patrimoine éphémère dans cette 4e révolution industrielle, les assureurs, il faut qu'ils s'engagent pleinement dans cette mutation. Et cette mutation, elle pourra être achevée que si nous, on est là. Et à mon avis, une des premières vertus de l'assurance universelle est évidemment de son pouvoir de pacification sociale, parce que la mission première de l'assureur, c'est d'assurer les risques. Et on va avoir de plus en plus de risques. On l'a vu au niveau sanitaire aujourd'hui, où les individus ne comprennent pas de ne pas être protégés. On peut évidemment penser aux cyber-risques, aux usurpations d'identité sur les réseaux sociaux, à plein de nouveaux risques émergents. Et ces nouveaux risques, c'est des facteurs très forts de déstabilisation économique et sociale. Et donc, les assureurs ont un rôle fondamental à jouer pour que tous les individus aient accès à une couverture dans ce cadre-là. Vous parlez du rôle des assureurs. On discutait tout à l'heure avec Ségolène Royal de l'importance de la confiance pour pouvoir réaliser cette transition écologique et solidaire qui est extrêmement compliquée, qui peut être très douloureuse pour certaines personnes. Votre rôle, vous disiez à l'instant que c'est précisément de créer cette confiance dans un monde qui effectivement est en train d'aller de plus en plus vite vers la limite maximale qu'on s'était donnée avec la COP 21 de réchauffement climatique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que donner de la confiance, vendre une assurance en quelque sorte, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile et si c'est le cas, quel message voudriez faire passer aux responsables politiques nationaux et internationaux qui nous écoutent pour pouvoir vous aider précisément à garder confiance ? À nous garder confiance dans la sphère politique ou au consommateur final avoir confiance en nous? Confiance, je veux être sûr dans l'économie et la société, puisqu'une économie sans confiance, parce qu'on n'a même pas l'assurance de pouvoir être protégé contre un risque qui est inassurable, c'est une société qui n'a pas confiance en elle. Alors, sans être trop technique, il y a un certain nombre de risques dans notre métier qu'on appelle les risques sériels, c'est-à-dire qu'un événement va toucher tout le monde. Oui. Ça a été le cas de la pandémie. Et ça, c'est des risques qui sont très complexes à appréhender, puisque, en fait, l'assurance est basée sur la mutualisation, c'est que quelque part, les bons payent pour les mauvais, et de temps en temps, les bons deviennent mauvais, et les mauvais deviennent bons. Donc, et on mutualise le risque. Là, c'est pas possible, puisque un événement générateur, par exemple la pandémie, ou une grande attaque digitale sur le web, va toucher l'intégralité de la planète. Et donc là, on doit, pour instaurer une société de confiance, il faut que la sphère publique travaille main dans la main avec la sphère privée et qu'il y ait des strates d'engagement, comme on l'a fait de manière très efficace d'ailleurs en France sur le sujet des catastrophes naturelles, où finalement on prélève une petite taxe, on crée un fonds, le fonds paye sur une décision de l'État, qui est un décret, et ensuite, si ce fonds ne suffit pas, l'État prend la suite. Donc il y a un vrai partenariat privé-public qui doit se mettre en place sur les risques sériels. C'est la seule manière de donner de la confiance à l'économie aujourd'hui. Je comprends. Sur ce type de risque. Je voudrais vous interroger un peu au-delà de votre propre métier de donner de la confiance, mais sur la responsabilité sociale et environnementale qu'une entreprise comme la vôtre peut porter. J'ai une question de James qui nous est arrivée par les réseaux sociaux, qui est une question toute simple. C'est est-ce que vous-même, en tant que dirigeant d'entreprise et puis à la tête de l'entreprise que vous dirigez, vous sensibilisez vos clients, vos prestataires, vos fournisseurs sur la façon dont eux-mêmes ils doivent assumer leur responsabilité sociale pour limiter le risque d'emballement climatique et donc rendre ce risque sériel dont vous parlez à l'instant encore plus tangible, encore plus probable? Alors, la manière, nous on est en train, je pense que les assureurs doivent tous se transformer très vite entre sociétés à mission. On a la chance d'avoir un cadre juridique pour ça en France, par la loi Pacte. Nous, on a inscrit une raison d'être dans nos statuts qui est de rendre l'assurance transparente et impactante. Oui. Il y a des vrais engagements opérationnels derrière ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très attentif à ce que les contrats soient en langage clair,
que le retour vers l'assuré final soit équitable, avec des niveaux de commission pour les distributeurs qui soient acceptables, et que la qualité de service soit très forte auprès du consommateur final et qu'on la mesure. Alors maintenant, ça, c'est ce qu'on fait nous. Et on pense qu'on doit, tous les assureurs, se transformer en société à mission parce qu'on a, encore une fois, un rôle de stabilisateur économique et social très, 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 très fort. Sur le climat et l'implication par rapport à ça, encore une fois, je pense que si on revient à la théorie précédente et au théorème, c'est que si on devient très efficace à protéger ces usages et donc à favoriser un certain nombre de plateformes qui vont devoir inévitablement aller lutter contre l'obsolescence et construire des produits robustes et qui se maintiennent dans le temps, eh ben on va participer à l'effort de guerre, je dirais, pour privilégier une protection de l'économie et de la planète, notamment au niveau du climat. Je comprends. Merci Olivier Jaillon. Avant de terminer cette discussion, et j'espère que quand nous organiserons les rencontres du développement durable 2021, nous aurons l'occasion de mesurer cet impact dont vous parlez, qui est maintenant inscrit dans votre raison d'être, pour comprendre comment cette transformation de votre modèle économique a pu contribuer à réaliser les objectifs du développement durable des Nations Unies. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous proposer, vous avez la chance de vous adresser à l'écran à des centaines de citoyens qui cherchent à y voir plus clair sur la façon dont ils peuvent agir, sur la façon dont ils peuvent contribuer à leur échelle pour changer la donne. Est-ce que vous pourriez, de citoyen à citoyen, très humblement, leur dire ce que vous aimeriez faire et peut-être leur donner un peu d'inspiration face à cette crainte très forte de voir le changement climatique nous pourrir la vie? Alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut passer aux générations futures, selon moi. C'est-à-dire que, comme vous voyez, les jeunes générations d'aujourd'hui sont moins attachées à la détention capitalistique et au patrimoine tangible et sont plus attachées à ce patrimoine éphémère, c'est-à-dire ce qu'on peut tirer des usages au quotidien. Je pense que nous, on a un devoir de transmission auprès des générations futures en leur donnant de l'agilité, en leur donnant de la rapidité, de l'acceptation de ce nouveau schéma, très clairement, les aider à changer leur rapport à la possession, parce que si on change le rapport à la possession, on protège la planète. Et je crois que il y a tout un faisceau, les réseaux sociaux, plein de choses qui peuvent nous aider à faire ça, parce qu'ils ne sont pas uniquement néfastes, ils peuvent être aussi bénéfiques. Et il y a plein de sujets de société un peu, qui peuvent paraître un peu utopiques, mais sur lesquels on pourrait collectivement travailler, chacun de nous, chaque citoyen. C'est que on peut se demander comment on pourrait faire évoluer les mentalités et le cadre juridique pour avoir un impact sur des causes librement choisies. Et moi, je prône l'idée qu'à partir d'un certain niveau de patrimoine, la transmission du patrimoine ne devrait pas être juste répartie entre l'État et nos descendants, mais on devrait aussi avoir l'obligation d'abonder à partir d'un certain niveau de patrimoine à des causes, et notamment de protection de la planète et de développement durable, afin de financer, encore une fois, l'effort de guerre pour se transformer et avoir un impact positif en fonction, bien sûr, du niveau de patrimoine de chacun. C'est une idée extrêmement intéressante. Merci Olivier Jaillon. Pour l'anecdote, c'est une idée qui a été recommandée par le G7 des jeunes que je co-présidais l'année dernière au chef d'État et de gouvernement et dont le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'était déjà saisi. Donc je pense qu'on peut travailler ensemble là-dessus. Il y aura beaucoup d'écoute et elle me paraît à la fois très concrète et très ambitieuse. Donc merci de l'avoir lancée à la cantonade. Je ne savais même pas que vous aviez préparé ou réfléchi à ce sujet. Donc nous allons nous retrouver. Ces rencontres du développement durable sont faites pour ça, sont faites pour imaginer des solutions, sans oublier le diagnostic qui est parfois évidemment un peu cruel, un peu tranchant, un peu inquiétant, il faut le reconnaître. En tout cas, nous étions en direct pour cette masterclass avec Olivier Jaillon dans le cadre de cette journée sur le bien-être co-organisée avec Burgundy School of Business qui, je suis sûr, sera inspiré par vos travaux parce qu'ils sont à la pointe de la recherche en économie comportementale et justement comment est-ce que les services évoluent avec la transition numérique. Donc il y a sans doute encore beaucoup de connexions, si j'ose dire, à réaliser. En tout cas, pour les connexions, vous pouvez rester avec nous sur le live en posant toutes vos questions par la page internet les-rdd.fr/live pour que l'ensemble de nos débats continuent de vivre.